parcourt l'Aquitaine, la Côte d'Argent. Un univers de sable toujours en mouvement, avec un trait de côte sans cesse redessiné par des courants marins puissants et dangereux. Face au courant, on ne peut pas lutter, on ne gagne pas. Donc ils vont commencer par se fatiguer, s'essouffler, et puis on boit une tasse, 2 tasses, et s'il n'y a personne pour vous secourir à ce moment-là, c'est le début de la noyade. Ici, il faut lutter pied à pied contre l'avancée de la mer pour tenter de conserver son petit bout de littoral. Quand on construit la digue, on s'oppose à un courant de 400 millions de mètres cubes 2 fois par jour qu'il faut faire tourner. Là, c'est pas la peine d'y aller avec 3 ou 10 camions par jour. Il faut y aller avec un maximum de camions. Une influence maritime qui se fait sentir jusque dans les terres. Dans le ciel de Lacanau, un appareil connu de tous survole la Côte d'Argent. L'une des plus dangereuses de notre littoral, plusieurs noyades mortelles chaque année. Dragon 33, pour savoir quand vous arrivez. Aux commandes de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 33, le pilote, Éric Barbier, 30 ans de service. À ses côtés, Pascal, le mécanicien de bord, et un plongeur sauveteur bénévole de la SNSM. Ce matin-là, Éric Barbier et son équipage sont attendus pour une mission capitale, former les sauveteurs aquatiques de Lacanau. Venez, allez. Guillaume est le chef du poste de secours de la plage Nord. Chaque saison, il fait appel aux hommes de Dragon 33 pour initier ces jeunes recrues aux techniques d'hélitreuillage. Ça va bien? Ça va. Impeccable. Une compétence indispensable pour ramener les baigneurs emportés au large par de redoutables courants de baïnes, un piège parfois mortel. S'il y a une chose à retenir, c'est de vous méfier des 2 disques rotors et donc de rester en dehors tant que vous n'avez pas l'autorisation de vous approcher de la machine. Avant de se frotter aux baïnes, le commandant Éric Barbier rappelle aux sauveteurs les consignes de sécurité. Si on est amené à se poser sur la plage, ce qu'on vous demandera, c'est de faire plier les parasols et de les faire coucher sur le sol pour pas qu'ils s'envolent, que ça crée un suraccident et que... C'est bon? On va passer aux techniques de treuillage. Le scénario, simuler une situation d'urgence en mer. Les secouristes se mettent à l'eau et se laissent dériver. Le plongeur de la SNSM prend alors place dans cette nacelle pour superviser la récupération des sauveteurs. L'exercice consiste à se familiariser avec la manipulation de la nacelle. Là, ça va être à vous, voilà, vous allez voir. Tranquillement, pas d'affolage, comme je dis. À 30 mètres au-dessus de l'eau, la manœuvre exige une parfaite synchronisation entre le pilote et son mécanicien. Ok, tu veux garder ta verticale, Eric? Oui. Le pilote n'a pas visuel de ce qui se passe en dessous. Donc on est obligé de le guider à la fois sur un axe, sur une distance de rapprochement, de manière à ce qu'il puisse adapter sa vitesse pour ne pas dépasser l'objectif. Et on va commencer l'embarquement. Le premier est à bord. Le deuxième va pas tarder à appuyer à gauche pour 2. Stop à gauche. Et le signe, les 2 sont dedans, la nacelle sort de l'eau, sortie de l'eau direction la plage. Okay. Chaque saison à Lacanau, de nombreux baigneurs échappent à la noyade grâce à cette technique. Ils arrivent à 2 mètres, 1 mètre, et je les pose. Ok, ils sont posés. Sur Lacanau, on peut avoir des vagues jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 en saison. Ramener une victime dans de telles vagues, c'est prendre un risque d'aggraver l'état de la victime. Donc si l'hélicoptère est disponible, on va pouvoir proposer ce type d'intervention sans avoir à faire un retour dans les vagues avec la victime. C'est énorme, incroyable. C'est tout. Paradis.
Sur la côte aquitaine, l'hélicoptère s'est imposé comme le moyen le plus efficace pour sauver des vies. Des dunes à perte de vue, des kilomètres de sable, des courants puissants, un littoral sauvage, difficilement accessible, mais très fréquenté. Le piège essentiel de cette côte, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de baïnes. Et là, tu en as un exemple type. Les baïnes, ce sont ces cuvettes formées entre la plage et un banc de sable. À marée basse, elles sont peu profondes et sans danger. Quand la mer remonte, les baïnes se remplissent en générant un puissant courant qui vous aspire vers le large. Pilotes, mécaniciens, plongeurs de la SNSM, médecins du SAMU. En tout, une quarantaine de personnes se relaient chaque jour. Ces ambulanciers des airs interviennent 24 heures sur 24. Ils assurent la sécurité de près de 100 000 touristes, en mer ou sur terre. Chaque année, le commandant Barbier et ses hommes prennent leur quartier d'été sur la base avancée de Lacanau. Allez, donc la barquette et puis... 8h30, l'équipage débute sa journée. Sylvain, le plongeur sauveteur, vérifie l'équipement de l'appareil avec Pascal, le mécanicien du bord. On met la nacelle ou pas? On va pas faire comme hier, on laisse la barquette au dernier moment. La nacelle prête à partir, je l'approche. Ouais, mais la nacelle, vu les conditions de mer, à mon avis, on va plutôt faire de la barquette. Mais bon. Oui, je pense. Ça fait un peu camping-car, on est prêt presque pour partir en vacances. Voilà. Tout doit être cinglé malgré tout pour les conditions de vol. On range pas n'importe comment non plus pour garder la sécurité en vol, quoi, en fait. Hein. Sylvain est cadre à la SNCF et volontaire à la SNSM sur son temps libre. Il est le seul à bord à travailler bénévolement, même les week-ends. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je laisse mes filles, ma femme à la plage. Mais voilà, quand on aime ça, on donne du temps de soi, en fait. Voilà. C'est ça, le bénévolat. Mais ça me fait plaisir d'être là, ça me fait grand plaisir. Dragon 33, une machine à 8 millions d'euros, taillée pour le secours, prête à décoller à tout moment. Bonjour tout le monde. Oui. Tu vas bien? Ça va. Il y a quelques chouquettes. Ah, combien par personne? Allez, gourmand. Eric, le pilote, commandant de la base, et son équipe prennent leur service. Bonjour docteur. Tu vas bien? Je suis fatigué. Qu'est-ce que tu veux, un café? Ah oui. À peine le temps d'avaler un café, qu'un ordre de mission tombe. Ouais, je vois où c'est, ouais. D'accord, ouais, je connais, ouais. D'accord, bah écoute, on décolle et puis on y va. Faut faire vite, là, qu'est-ce qui se passe? On vient de nous signaler un baigneur en difficulté entre le poste du Porge et de la Génie. Faut se dépêcher parce que, d'autant plus que il n'y a pas de sauveteur à proximité. Un homme est pris dans un courant de baïnes. Un scénario que connaît bien Eric Barbier. Le premier réflexe, ça va être je veux lutter, je veux rejoindre ma serviette. Et bien, face au courant, on ne peut pas lutter, on ne gagne pas. Donc ils vont commencer par se fatiguer, s'essouffler. Et puis on boit une tasse, 2 tasses. Et s'il n'y a personne pour vous secourir à ce moment-là, ben, c'est le début de la noyade. Sur cette zone non surveillée, il n'y a aucun poste de secours. Les pilotes ont été appelés par une personne présente sur la plage. Alors écoute, ça devrait être par là. Il y a des mecs qui nous font coucou. La victime est enfin localisée. Apparemment, elle a réussi à sortir de l'eau. C'est pas grave. Désolé pour la tenue. Quand vous étiez en difficulté dans l'eau, est-ce que vous avez toussé? Non. Pas du tout? Non. D'accord. Est-ce que vous avez avalé de l'eau? À 2 reprises, mais pas beaucoup. D'accord. Ce naturiste a eu beaucoup de chance. Il a été secouru à temps par un autre vacancier. J'avais pas les palmes, donc j'ai couru. Il y a une dame qui m'a emmené à un surf. Et après, avec le surf, j'ai réussi à le chercher, quoi. En fait, j'étais dans les vagues.
mais pas très loin, quoi. J'avais de l'eau au niveau du nombril. Je me suis dit, je vais nager un peu. Mais parallèlement au rivage, je ne me suis pas éloigné. J'avais de l'eau jusqu'ici. Avec le ressac, ça m'a emmené vers le large. J'avais plus pied. L'homme s'est fait une grosse frayeur, mais s'en sort indemne. Ce qu'il a raconté, c'est typique de la baïne. Il ne serait pas sorti de l'eau, on aurait compté un noyé de plus. Pour info, donc la personne a été sortie de l'eau, consultée par le médecin de l'hélicoptère. Bilan satisfaisant, on quitte la zone pour notre base. Midi. L'hélicoptère à peine posé. Pas le temps de déjeuner. Il faut déjà repartir. Donc ça sera un rapatriement. Ok, d'accord. Allez, entendu. Merci, ciao, je te tiens au courant. Bye. Nouvelle alerte. Une urgence médicale sur l'île aux enfants. Un site touristique posé sur les bords du lac d'Ourtin, niché dans les Landes, à 10 minutes de vol. Donc c'est une enfant de 13 ans qui a fait une chute à vélo, avec semble-t-il une fracture ouverte du membre inférieur au niveau de la jambe, qui a péroné. Alors écoute, ça devrait être par là. Tu vois, ça va derrière normalement. Voilà, tu vois, c'est ça l'île aux enfants. Ah oui, d'accord. L'accident a eu lieu sur cette île. Un parc de loisirs difficile d'accès pour le véhicule des pompiers. Ouais, le pompier à 1 heure, Eric. Ouais, ok, ouais, visuel. Ah oui, la gamine, elle est là. La gamine, elle est là, ouais. Localiser la victime, c'est le premier travail d'Éric Barbier. Il se pose dans une clairière, à quelques mètres d'elle. Voilà, 50 pieds. Fais gaffe, il y a un arbre derrière quand même qui est couché. La jeune fille est au fond d'un fossé. Tu as du mal à respirer? Non, c'est bien, je fais rien. Est-ce que tu sens que je touche quelque chose? Oui. Tu sens que je touche quoi? Vers la fin de mon pied. D'accord, très bien. Ça fait super mal. C'est quoi ton prénom? Sarah. Sarah. Déjà 40 minutes que Sarah souffre sous une chaleur écrasante. Ça fait super mal. Ta jambe elle est cassée, d'accord? Oui. Ta jambe elle est cassée et ça s'est ouvert. Oui. D'accord? Les premiers soins se font sous le regard inquiet de son père. En fait, je pense qu'elle a dû prendre la butte et pas voir qu'il y avait un fossé derrière. Elle est tombée. Pilote ou mécanicien, tout le monde participe au secours. Sa fracture réduite, la jeune fille peut enfin être transportée. Attention pour lever. Levez. Envoyez le brancard. Halte. On y va? Allez. On a... Attends, nickel. Sarah doit être évacuée au plus vite vers le centre hospitalier de Bordeaux. 15 minutes par les airs, contre 1h30 par la route. C'est l'exemple type de l'intérêt de la conjugaison de l'hélicoptère et du médecin. Parce que ça nous a permis de rapprocher le médecin au plus près de la victime, alors que les conditions d'accès n'étaient pas très faciles. Parce que là, pour envoyer un médecin au même endroit par la route, c'était au moins 30-35 minutes de plus, quoi. Et ce qui veut dire, c'est 30-35 minutes de souffrance en plus pour la gamine. Mais le trajet va être un peu plus long que prévu. Bon, souriez, on va être prêt en photo, hein. On a un gros orage qui est devant nous, là, donc on essaie de le contourner, mais on a un vent quand même, tu sens qu'il y a des sacrées rafales, donc il faut surtout pas rentrer là-dedans, quoi, tu vois. D'accord. Bon, ça risque de bouger un peu par contre, ouais. Les orages représentent une grave menace pour l'équipage. Et à cette saison, ils sont fréquents. Il y a un caractère extrêmement dangereux parce que les vents sont extrêmement violents. Et donc ça peut avoir des conséquences dramatiques au niveau du vol. Et la foudre n'est pas tombée très loin. Mais ça serait pas un feu d'orage là? Un feu d'orage. Regarde à droite. Ah ouais, ça fait. C'est pas un coup de foudre ça et... Ouais, ça brûle. S'ils peuvent transmettre au CODIS, je lui dis que dans le camp de Souge, il y a un départ de feu. On va essayer de tangenter peut-être poursuivre comme ça. Ah ouais, c'est ce que je fais, je comprends petit à petit. Ouais.
puis on est pas mal au niveau cap après. Hein. Ouais, après ça devrait être bon. Hein. Ouais. L'orage contourné, Eric se pose enfin sur le toit de l'hôpital. Sarah sera opérée avec succès. Elle passera 4 mois en chaise roulante, le temps de sa convalescence. Sur cette côte atlantique, si la force des courants est une menace pour les baigneurs, elle l'est aussi pour le trait de côte et les habitations. Sous l'effet des tempêtes d'hiver, des pans entiers du littoral disparaissent en quelques semaines. Il faut donc se protéger, et de nombreuses communes investissent dans des digues, des enrochements. Une bataille qui peut paraître vaine et dérisoire devant l'intensification des tempêtes et la montée du niveau de la mer. Pourtant, au Cap Ferret, un homme s'est lancé seul, dans un bras de fer avec l'océan. C'est le plus grand ouvrage d'art privé d'Europe. 450 mètres de long, 100 mètres de large à la base. Une immense muraille de pierre et de matériaux divers posés sur le sable qu'il faut sans cesse entretenir. Au Cap Ferret, on parle de la digue de Benoît, comme on dirait la pyramide de Toutankhamon ou la muraille de Chine. L'ouvrage, monumental, est en effet l'œuvre d'un seul homme qui a consacré sa vie à défendre son terrain contre les assauts de l'océan. Cet homme, c'est lui, Benoît Barterotte, un sacré caractère. Allez petite, allez. Allez, allez. Voilà. Benoît Barterotte parle à sa pelle mécanique comme à un cheval et accepte parfois d'en descendre pour répondre aux questions. Pendant 6 ans, je versais tous les jours des camions, des camions, des camions. Quand on construit la digue, on s'oppose à un courant de 400 millions de mètres cubes 2 fois par jour qu'il faut faire tourner. Là, c'est pas la peine d'y aller avec 3 ou 10 camions par jour. Il faut y aller avec un maximum de camions. C'est pour ça que j'avais besoin d'espace. Et le maximum que j'arrivais à faire, c'est 60 camions par jour. Donc, je versais 60 fois par jour 25 tonnes. C'est à ce prix-là que j'ai étouffé le courant et la force et que j'ai pu donner le coup d'épaule. Voilà. Commençons par le commencement, ou la partie la plus visible de l'affaire Barterotte. Quand il est arrivé il y a 40 ans, l'endroit n'était en effet qu'une plage qui commençait de disparaître sous les coups de boutoir des gigantesques courants de l'océan et surtout ceux du bassin d'Arcachon. Son terrain est en effet à la pointe de la pointe, juste en face du plus grand chenal du bassin et à la sortie de ce qu'on pourrait considérer comme un entonnoir pour les millions de mètres cubes d'eau au moment de la marée descendante, 2 fois par jour. S'il ne faisait rien, il serait submergé. Jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, Benoît fait venir des camions chargés de tonnes de cailloux qu'il déverse dans l'eau. Il ne peut pas partir. Du jour au lendemain, son terrain peut être englouti. Il faut savoir que l'État avait prévu d'endiguer, mais la condition, c'était qu'on accepte des projets immobiliers faramineux. Depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'aux rives de l'Adour, toute la façade là de sable, il fallait la bétonner pour faire le bronze de cul de toute l'Europe. Et là, on est en 1970 à peu près. Et on dit, voilà, on va faire un port de Milano qui va passer à 1500. On va mettre 300 immeubles ici et il n'y a aucun problème. Et à ce moment-là, évidemment, nous, c'était le ciel qui nous tombait sur la tête. C'était le plus grand des malheurs. Et là, évidemment, on s'est opposé au projet. Voilà comment on s'est retrouvé dans une situation où les aménageurs de tout poil, y compris du ministère de l'Équipement, nous ont dit, ben, vous les Indiens, en gros, vous n'aimez pas les équipements, hein. Bon, eh bien, la digue, vous allez vous la carrer dans le cul, vous allez vous la faire vous-même. On peut effectivement s'étonner que ce ne soit pas l'État qui conduit ce genre de travaux. Mais dans la loi, ce sont les propriétaires et riverains qui doivent entretenir leurs traits de côte. Alors Benoît Barterotte s'y est collé. En 2013, l'État lui a finalement donné raison et reconnu sa digue d'utilité publique. Derrière chez lui, ce sont 70 maisons qui auraient été submergées s'il ne s'en était pas occupé. Ce que l'on sait moins, c'est que la digue abrite un petit paradis, quasiment une zone protégée, où Benoît a construit quelques maisons en bois pour lui et sa famille.
Tu vois, la grande cabane, elle s'est arrêtée là. Donc il y avait celle-là, et elle s'est arrêtée juste derrière le palmier. Tout ça, on l'a grandi après. Surtout qu'il n'y avait rien là. Les 2 cabanes au début, elles s'étaient posées sur la plage. Il n'y avait pas un pin, pas un yucca, rien. Pas la dune. Et la mer, en hiver, était là, au pin là. Mais il n'y avait que de la plage du coup. Et le matin, mon père, avec la pelle mécanique, remontait du sable de la plage pour faire une dune, pour que la nuit, ça protège des vagues et que le lendemain matin, il faut refaire la dune. Martin et Adrien sont 2 des 7 enfants de la tribu Barterotte. Ils ont grandi sur la plage comme des Robinson et se sont construits eux-mêmes leur cabane dès qu'ils ont eu 12 ou 13 ans. Bon, parce que tu vois, comme tu peux voir, c'était la cabane, mais une vraie cabane. Pas de les joints dans les planchers, tu vois, là c'est le vent qui souffle et ça fait bouger les draps. Voilà, donc tu vois, les planches là, c'est un caillebotis, c'est-à-dire dessous il y a le sable. Donc moi l'hiver, quand je dormais là, il y a quand même des fois où il peut faire froid. T'as le drap qui fait comme ça quand il y a du vent, parce qu'on est plein sud en plus là. Et du coup, tu te levais le matin, il faisait la même température que dehors, quoi. Mais au final, on n'a pas du tout souffert et c'était même génial, puisque j'ai jamais été si peu malade que quand je dormais dans cette cabane. Mais voilà, non, j'étais là, il y avait un petit feu là, et les devoirs là, enfin, qu'est-ce que tu veux de mieux? Il n'y a carrément pas de chauffage. Là, je sais pas si tu vois, mais enfin, c'est... On a envie d'aller à l'école quand on vit dans des coins comme ça? Pas forcément. Moi, personnellement, je suis pas allé beaucoup. Non, mais l'école était à côté, c'est pas non plus quand tu sais que tu reviens tous les soirs ici. Finalement, moi, je suis resté ici jusqu'à mon bac. Même si le lycée était loin, je préférais me taper le bus le matin et le soir et revenir ici le soir. De pouvoir chasser, aller pêcher, aller faire un peu de surf en rentrant des cours. Voilà, c'est quand même... c'est la belle vie, quoi. Nus sur la plage, au milieu d'un chantier permanent, la peur que la maison soit embarquée dans la nuit, mais avec des outils et une adresse manuelle dont on sait qu'elle peut nous sauver, les enfants grandissent, bricolent, fabriquent des meubles et des cabanes. Leur père leur a dit, il n'y a pas d'harmonie sans bagarre, il n'y a pas de liberté sans travail. Ils ne l'oublieront jamais. L'endroit est aujourd'hui tellement idyllique qu'on le croirait naturel. C'est l'homme qui a pourtant littéralement composé arbre après arbre, construction après construction, un nouveau paysage. Alors là, par exemple, c'est la cabane qui était suspendue sur le vide. La cloison du milieu avait explosé parce qu'elle avait la pression, puisque la cabane faisait ça et qu'elle était en bois. Et ici, les premiers camions déversaient là en reculant. Bon, bien sûr, il n'y avait pas ce pain, il n'y avait pas tout ça, puisque là, on était sur le vide. Je vous montrerai les photos. Et ça, vous voyez, le corbeau en ciment, c'est les restes de la maison qui avait été construite en 1946. Vous voyez bien le style des années 30-40. Dès le lendemain de la guerre, elle avait été construite. Et là, vous voyez, elle était tombée à l'eau. Là, vous étiez suspendu sur le vide et l'eau coupait comme ça. Voilà, là, vous étiez dans l'eau. Il y avait les vagues ici. Et là, les 3/4 de la maison qui auraient traversé cette route, ce chemin, et sont tombés à l'eau. Après 40 ans de bagarre, le décor est aujourd'hui paradisiaque. Et les 4 ou 5 bijoux qu'on appelle ici modestement des cabanes se fondent parfaitement dans la nature. On se demande juste d'où vient la fortune et surtout l'énergie de cet homme capable de dompter les courants. Au siècle dernier, Benoît Barterotte était patron d'une maison de haute couture. L'homme portait beau, fréquentait la jet-set, organisait des défilés dans le monde entier et gagna même un procès contre Yves Saint-Laurent qu'il avait plagié. Ne pas laisser faire, ne pas se laisser faire. Jamais. Originaire du bassin, il achète le terrain à la Pointe, où il passait son enfance, vend sa maison de haute couture et se lance dans la construction de sa digue et de ses cabanes, qu'il élabore comme une mise en scène d'une vie de Robinson. Les magazines de décoration du monde entier adorent l'histoire. Benoît Barterotte et sa famille ont inventé un art de vivre. Ici, ça, on l'a fait avec les enfants. C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai dessiné, j'ai fait scier les pins. On n'a pas acheté une poutre ou une planche.
Et on avait fait un Lego qu'on avait entièrement numéroté. Et puis quand les enfants étaient en vacances, les cousins, les tout, on a monté tout ça. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils ont vu apparaître cette chose-là. Au début, ils n'avaient aucune idée de ce que ça allait donner. Il n'y avait que moi qui le savais, qui avait fait le dessin. J'aime bien qu'on ait ces trouées comme ça. Beaucoup de gens croient que la mer, il faut la voir entière, quoi. Mais non, à ce moment-là, il faut aller sur un bateau et on va la voir entière. Non. Ici, ce qui est très amusant, c'est de voir des trouées à travers la végétation. La grande maison n'est pas pour lui. Elle est louée pour se payer des camions et des cailloux. On pourrait dire que c'est elle qui renfloue directement la digue. Les locataires que Benoît appelle ses sponsors ou ses bienfaiteurs viennent ici goûter à un paysage et des vues parmi les plus belles qu'il soit donné d'admirer. Lui et son épouse n'y ont dormi qu'une nuit. Les miroirs ne sont pas faits pour s'y regarder, mais pour orchestrer des reflets et des perspectives où le regard se perd. Les ombres sont incroyablement importantes et elles jouent ici énormément sur le bassin parce que le bassin, c'est un fond de sable. Ce n'est pas un monde fixe. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément durer, que ça ne va pas forcément rester. Si tu vis sur du précaire, que tu sais que tu es obligé de défendre en permanence, cette impression de précarité, je dirais, est fondamentale. Benoît Bartherotte est passé des défilés de haute couture aux défilés de camions et à la poésie de la précarité au prix d'un effort colossal. Les chiffres sont monumentaux. Chaque camion, c'est 300 € engloutis. Ils sont mis dans les boîtes à chaussures que vous voyez là, donc on remplit. C'est l'histoire d'un homme tellement amoureux de son coin qu'il a offert sa fortune à l'océan pour y rester. Voilà. Ah ben, chaque camion, chaque fois 25 tonnes, c'est un bon. Une boîte, pour la remplir, il faut à peu près 2-3 ans, donc il y a 3000 bons dans une boîte, puisque je mets en gros 1000 semi-remorques par an. Vous voyez, là, c'est un autre transporteur qui s'appelle Saint-Martin. Vous voyez, là, c'est par milliers que vous avez des bons. Donc ici, c'est des norias de semi-remorques, et ça, c'est pour l'entretien. C'est-à-dire 1000 camions par an, c'est pour l'entretien. Pour faire la digue, c'était plutôt 40-60 camions par jour. Voilà. À quelques centaines de mètres de chez Benoît, une grande maison en bois est en construction. Des charpentiers, des menuisiers, des compagnons n'utilisent que des matériaux locaux. C'est un des chantiers en cours de la société Bartherotte et Fils. Car Martin et Adrien sont maintenant à la tête d'une entreprise qui fabrique pour des clients des maisons inspirées de celles de leur enfance, parfois beaucoup ou même beaucoup plus grandes et confortables, mais le style est toujours là. Les petits Mozart de la cabane, les petits gars qui vivaient en slip sur la plage ont bien grandi. Ils perpétuent à leur façon l'amour du bois, l'amour du travail bien fait que leur a transmis leur père, le barbu, comme ils disent entre eux. Nous, comme on a grandi dans ces cabanes et qu'on trouvait ça très adapté à ici,
on voulait en faire profiter les autres et il y a eu cette demande au moment où on a monté l'entreprise et c'est ça qui a fait ce lancement qui nous a permis de nous développer puisqu'on a fait la première cabane c'était pour le voisin à la pointe de chez nos parents et après ça s'est su, on a fait une deuxième, une troisième, une quatrième et c'est ça qui est génial aujourd'hui. Salut les mecs. Quoi? Ça va? Mais comme quand ils étaient petits, le père vient inspecter les travaux. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'harmonise bien avec celle d'à côté. Voilà. Hein? C'est ça. C'est la première fois que vous laissez un espace ouvert aussi grand. Aussi grand, ouais. Aussi Mais grand, il me semble. chez Francis, c'était quand même assez haut, mais c'était plus petit. J'en pense qu'elle est harmonieuse. Et je pense qu'ils ont compris ce que c'était que le sens des proportions. Dans ce qu'on a transmis, on en prend, on en laisse, évidemment. Chacun est libre d'en prendre et d'en laisser. Hein? Ben enfin, je suis très fier de ce qu'ils font. Voilà. Benoît est content. Il n'a pas transmis de fortune à ses enfants, mais un savoir-faire et une passion. Le long de la côte, des villages de pêcheurs ou d'ostréiculteurs maintiennent encore de l'habitat modeste. Des petites maisons, des chais, des ateliers au bord de l'eau. Sur ces espaces protégés, on ne peut pas construire. Mais les clients de Martin et Adrien achètent parfois un terrain juste à côté, sur lequel ils se font faire une maison, comme celle-ci par exemple. Un petit écrin niché sur la dune avec vue directe sur le bassin. C'est ce mélange de styles qui fait le charme de l'endroit. Par son combat, Benoît s'est fabriqué un petit coin de paradis et permis à ses enfants d'y rester. Un jour peut-être ils mettront à leur tour des cailloux dans l'eau, pour défendre un terrain, pour défendre un esprit, pour défendre une idée. C'est le destin des Bartherottes. La puissance de l'océan réserve parfois des surprises. Dans l'embouchure de la Gironde, la rencontre de la marée avec les eaux du fleuve a donné naissance il y a des millénaires à une étrange vague. Une vague sacrée qui vient de la mer pour aller mourir loin dans les terres. Le mascaré. Un phénomène de la nature qui se manifeste au moment des pleines lunes, à marée montante. Dans l'entre-deux-mers, le mascaré a ses passionnés, qui tentent de dompter cette vague venue de l'océan dans une chorégraphie très rectiligne. Un rituel aquatique célébré depuis des années. Il semblait immuable, jusqu'à ce 22 août de l'année dernière, quand Ludovic Duloup est entré dans la danse. Tel un funambule, juché sur une planche à la propulsion révolutionnaire, un hydrofoil. Ce que Ludovic réalise ce jour-là est exceptionnel. C'est l'un des seuls dans le monde à voler sur l'eau avec autant de facilité. Mais il n'a jamais testé son prototype en hiver. À cette époque de l'année, la vague est plus difficile à débusquer. Ludovic n'est pas certain de réussir. C'est un pari qu'il se lance.
La tentative va avoir lieu près de l'estuaire de la Gironde, dans l'Entre-deux-Mers, sur la Dordogne. Pas trop froid ce matin? Voilà pourquoi, ce jour-là, il est en repérage. Il cherche le bon coin pour être sûr de ne pas rater la vague. On va voir le fleuve, il est magnifique là, depuis ici. Assez dégagé, une jolie ligne droite. Donc là, on va pouvoir préparer l'opération. Ah ouais. Tu vois? Une jolie vue, hein? Ah ouais. Donc là, ça pourrait démarrer au niveau du château, là. À ses côtés, son ami Charles, originaire de la région. Je pense avec une mise à l'eau donc à ce niveau-là. Et après, on pourrait éventuellement... Donc toi, tu pourrais éventuellement continuer le long donc, de la rive droite. Oui. Et ensuite, donc, tu vas voir un moment, la vague se tend. Et là, après, tu peux filer sur l'autre berge. Et moi, je t'attendrai de l'autre côté. Okay. Et ça remousse. Ça remousse. Au coin du vieil arbre. Exactement, voilà. Donc là, je pense qu'avec donc la planche que tu as aujourd'hui, tu peux aller très très loin. Ok. Voilà. Le mascaret qui remonte de l'océan au cœur des terres est capricieux. L'onde parfois disparaît pour réapparaître un peu plus loin. Le mascaret, pour moi, c'est vivant. Ça avance. Ça serait comme un animal sauvage. En hiver, selon la marée, la vague peut prendre de la vitesse tantôt rive droite, tantôt rive gauche. Elle est imprévisible. Ludovic le sait, il a vécu son enfance au bord du fleuve. Le mascaret devrait déferler dans moins de 2 heures. Il est temps de se préparer. On essaye de prévoir le plus possible, de repérer. Et parfois, ça ne se passe pas du tout comme tu le penses. Donc quelque part, ça, pour moi, c'est un petit peu une chasse. La mise à l'eau est prévue dans le petit village de Vert, sur la rive gauche de la Dordogne. Ça va? Benito, venu du Pays Basque, les a rejoints. Bon Ludo, prêt pour une petite démo de foil là? Montre-nous un peu l'engin là, viens voir. Voilà l'hydrofoil. Ah d'accord. C'est comme une aile d'avion. Ah ouais. Tu montres un peu, hein? Fais tourner. Ah, donc tu la mets comme ça quoi, dans la planche. Voilà. Ok. Ah ouais. Voilà. Tu viens plugger le mât. Il neige? Ouais. Bon ça. C'est les chaussettes moi. L'eau est froide là, c'est bien rafraîchi. Il y a encore, je sais pas là, ça sera 8-9 là. Ludovic et ses amis vont se diriger sur leur paddle vers l'aval du fleuve, afin de se placer à l'endroit qu'ils ont repéré quelques heures plus tôt. Quelle heure as-tu, Benoît ou Charles? Vous avez l'heure? 15h04. 15h04 là, faut vraiment même pas du tout traîner. L'Entre-deux-Mers l'hiver, c'est une des plus belles régions du monde. Ces lumières, cette atmosphère et oui, la brume, voilà, ça me plaît énormément. Et puis, cette ambiance de gens passionnés, c'est privilégié. Il y a beaucoup moins de monde qu'en période estivale. Il passe bientôt devant Saint-Pardon, la capitale du mascaret. En hiver, seuls quelques téméraires viennent braver la vague.
C'est pas elle, là? Je crois qu'elle arrive. C'est le moment décisif. Si Ludovic rate la vague, c'est terminé. Il n'y en a pas d'autre derrière. Et son hydrofoil arrivera-t-il à décoller? Cela dépendra de la vitesse de l'onde. En hiver, le mascaret a plus de mal à se former en raison du volume d'eau beaucoup plus important. Ludovic devra aussi déjouer d'autres pièges. Ne pas se rapprocher des berges, éviter les souches ou les bois morts qui effleurent à la surface de l'eau, tout cela sans gêner les autres passionnés du mascaret. Elle va lever là. Quand je vois la vague arriver, je suis très concentré. Très concentré. C'est un moment crucial. C'est là que tout se joue. Je vais me placer, je vais essayer de me placer dans la zone d'énergie la plus forte, la plus puissante pour avoir un peu de vitesse et pour pouvoir voler. Une fois que je vole, là je sais quasiment que je suis sauvé, entre guillemets. Voilà. Mais le plus dur, c'est vraiment de rentrer dans la vague, d'avoir cette vitesse et de partir au vol. Sur l'autre rive, Charlie et Ben, sur leur planche classique, ont réussi leur départ. Ils vont essayer d'accompagner Ludo le plus longtemps possible. Mais pour eux, ce sera en ligne droite. Je fais des petits virages quand je suis sur ma planche pour chercher la vitesse et essayer de placer mon hydrofoil dans les bonnes zones d'énergie. Donc l'onde a une énergie sous l'eau, une énergie qui est invisible, qui est indescriptible, qui n'est que dans le ressenti. Moi, je ressens cette énergie en étant sur ma planche et mon hydrofoil. Et en faisant ces virages, non seulement c'est très plaisant, c'est comme au ski, et en plus je vais chercher la zone d'énergie qui va permettre à mon foil de mieux voler. Alors que les autres sont obligés, oui, d'aller tout droit, puisqu'ils ont ce point de friction. Moi, il n'y a plus de friction. Et quand la vague perd de sa puissance, Ludovic doit alors pomper pour que l'aile reprenne sa vitesse de croisière. Lève. Tout cela avec un œil rivé sur la surface de l'eau pour éviter les souches. Déjà plus d'1 kilomètre parcouru. Le mascaret décroît peu à peu. Les surfeurs ont de plus en plus de mal à rester sur leur planche. Pour Charlie et pour Ben, c'est la fin du parcours. Bon, top. Alors, comment on a carré? Oh, génial. Super. Ludo, je crois que Ludo a essayé d'attaquer l'autre rive. Je l'ai vu passer. Mais là, il est allé bien loin, bien plus loin que vous, là. Ah oui, il est allé bien plus loin que nous. Je pense que justement, c'est de la performance donc, de son engin. Là, il nous a prouvé que, ouais, il pouvait faire des choses qui nous étaient encore, nous, pas interdites, mais impossibles de faire. Bon, ben, on verra la prochaine fois. Hein. Allez. Ludovic, lui, profitant de l'énergie sous-marine de la vague, continue son balai aquatique sur plusieurs kilomètres.
plaisir ici, c'est que c'est plus long. L'onde déferle beaucoup plus longtemps. Donc c'est plus long qu'à l'océan, c'est plus parfait qu'à l'océan, et ça me permet de vraiment d'avoir des sensations beaucoup plus longtemps. Donc c'est un super terrain de jeu pour moi. Ludovic est un homme de défi. Demain, il a prévu d'aller affronter cette fois les vagues de l'océan, sur la zone la plus périlleuse du littoral atlantique, là où personne ne va. Là, on part dans les passes du bassin d'Arcachon. C'est un endroit très dangereux. C'est la première fois que je vais aller dans les passes du bassin en hiver. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer. C'est pour ça qu'il y a un peu il y a un défi, un challenge et une excitation là. Et j'espère pouvoir voler et utiliser mon surf hydrofoil sur de belles houles et sur de longues houles. 1 heure de route au milieu de la forêt des Landes, avant l'arrivée au bassin d'Arcachon. C'est là qu'il va se mesurer à la force de l'océan, au milieu de ces bancs de sable délimités à droite par la dune du Pilat et à gauche par le Cap Ferret. Entre ces deux points, 2 passes étroites. Elles constituent un goulet d'étranglement dans lequel s'engouffrent puis ressortent violemment, au rythme des marées, des centaines de millions de mètres cubes d'eau. Les passes du bassin d'Arcachon, redoutées des marins, même des plus aguerris. Un tourbillon de vagues, des courants d'une force extrême, une houle sans cesse changeante, qui parfois se croisent à angle droit. Sans compter les bancs de sable qui se déplacent au gré du vent. Impossible d'aller seul dans cet endroit. Là, dès qu'on a passé là, la vague elle est là-bas. Là. Ouais. Ouais, Alex. Yes, Alex. Alex et Emmanuel vont assurer la sécurité de Ludovic. Précaution indispensable, même pour un champion de son calibre, grand connaisseur du bassin. Ici, j'ai appris à nager vers là, dans le bassin d'Arcachon. J'étais maître nageur sauveteur au pied de la dune du Pilat, il y a de nombreuses années. J'ai aussi fait une saison ici au Cap Ferret, pareil, à l'océan. Et puis, jeune, on allait en bateau avec un ami Nono dans les passes. Donc c'est tout ça qui a fait que j'aime l'endroit et petit à petit, je le comprends de mieux en mieux. Le bateau, parti d'Arcachon voilà une vingtaine de minutes, va bientôt être en vue des passes. Nous sommes en début d'après-midi. La marée est en train de tourner, tout comme la météo. L'équipe entame son repérage afin de déterminer quelle pourra être la meilleure houle pour l'hydrofoil. Et cela demande une expérience certaine. À certains endroits, il y a moins d'1 mètre de fond. Voilà. Ouais. Ok. Fais gaffe. Attention. Gaz. Si t'as pas de bateau quand on vient à la rame, c'est très très dangereux. Donc ça demande un entraînement particulier, une connaissance particulière, sinon tu t'exposes à un danger de mort. Après plus d'1 heure d'observation, Ludovic décide de tenter sa chance dans la passe nord. Les vents semblent favorables. Cette fois, contrairement au mascaré, il a choisi de partir en surf. Le pari est osé. C'est la première fois qu'un sportif se lance ainsi en hiver, dans les passes, avec un hydrofoil.
J'aime jouer avec les forces de la nature et j'aime aussi repousser mes limites. Et c'est vrai, c'est une image, mais passer ces épreuves initiatiques, ça a du sens pour moi. Le début est plutôt chaotique. Un souci de réglage de son prototype. Ludovic modifie alors les paramètres de l'aile. Et enfin... Les sensations sont extraordinaires. Donc ça s'apparente pour moi à comme si on devenait d'un coup un oiseau, ce qui est un rêve extraordinaire. Et à la fois, on pourrait penser que ça s'apparente au snowboard ou au ski dans la poudreuse, dans une neige parfaite, très léger. Donc on est comme sur un nuage. Ludovic peut alors réaliser son rêve, chevaucher les vagues les unes après les autres. Seul l'hydrofoil permet cela. Surfer la vague et choisir d'accompagner la puissance de l'océan plutôt que de s'y opposer. En Aquitaine plus qu'ailleurs, le littoral reste un paysage éphémère. Bon vent sur Thalassa.